L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'une opération inédite pour recenser les SDF de l'agglomération, du Repair Café qui offre une seconde vie à vos objets et des 20 ans de la revue L'Alpe. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pascal Cobert, le rédacteur en chef de L'Alpe. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Jean Louvallière du Repair Café de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Également sur ce plateau, Aurélie Dufay, la directrice du projet Nuit de la Solidarité. Bonjour. Bonjour. Et puis Françoise Cloteau, maire de Champagné et vice-présidente de la métropole en charge de l'hébergement et des gens du voyage. Bonjour. Bonjour. Alors l'hébergement, il faut l'entendre au sens large puisque vous vous occupez aussi et peut-être surtout des gens qui n'ont pas d'hébergement. La métropole est à l'initiative de la Nuit de la Solidarité qui aura lieu ce mercredi sur l'agglomération. Quel est l'objectif de cette soirée ? Alors la métropole, pour le moment, s'occupe de l'hébergement d'insertion, pas de la totalité des hébergements. Je précise que l'hébergement d'urgence relève du ressort de l'État. Oui. Mais dans la mise en œuvre de Logement d'abord, pour lutter contre le sans-abrisme, la métropole a été candidate, a répondu à un appel à projet au niveau national et a été retenue, comme 24 autres territoires, pour mettre en place de manière accélérée cette politique qui finalement oblige tous les acteurs à travailler ensemble, puisque nous sommes de nombreux acteurs sur le logement. Il y a l'État, il y a le département, chacun sur ses compétences. Il y a la métropole, il y a parfois les communes et leurs CCAS aussi. Donc tous les acteurs vont être mobilisés ensemble. Alors évidemment, c'est la métropole qui porte cette affaire. Et pour essayer de mesurer quel est le besoin, en fait, le besoin réel en logement pour toutes les personnes qui sont sans abri. Et l'idée est d'avoir un chiffre le plus réaliste et le plus crédible possible qui vaudra pour tous les acteurs et qui nous permettra, nous, de mettre en œuvre une politique qui permettra de résoudre cette question du sans-abri. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment combien de personnes sur l'agglomération vivent dans la rue ? Si, on sait à peu près. On est un peu autour de 500, mais tout dépend un peu de comment on compte les personnes. Voilà, on peut, selon certains chiffres, être à 300, d'autres, on peut être à 2000 ou plus. Donc il faut vraiment qu'on se mette tous d'accord sur comment on prend en compte le sans-abrisme et quelles sont les personnes qui relèvent de la politique qu'on doit mener. Parce que l'idée pour nous, c'est de proposer un logement, de pouvoir proposer un logement à tout le monde, à toutes les personnes qui sont sans abri. Voilà, quelle qu'elle soit, là on voit notamment des images de ces camps de Roms qui fleurissent sur l'agglomération depuis des années. On en détruit un, j'ai envie de dire qu'il y en a un autre qui pousse derrière. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de solution pérenne pour l'instant. Alors c'est un sujet un peu compliqué aussi parce que on va dire que nous, notre politique n'intègre pas forcément toutes les politiques migratoires qui sont du domaine de l'État. En même temps, les personnes qui évidemment ont un statut, on va dire européen, ou qui ont un statut, un droit d'asile ou un droit de séjour, bien entendu, font partie du dispositif. Alors pour recenser au plus près ces populations, il faut du monde. Et je crois qu'il y a plus de 600 personnes qui vont être à pied d'œuvre ce mercredi pour aller dans différents secteurs de l'agglomération. Oui, c'est ça. Il faut du monde et ce n'est pas forcément des agents de la fonction publique. D'ailleurs, ce n'est même pas ce que la métropole a souhaité en s'appuyant sur une mobilisation citoyenne qui soit assez large, assez diverse. Donc effectivement, il y a eu un appel à inscrivez-vous, un appel à bénévolat. Et plus de 600 personnes y ont répondu avec des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, enfin de toutes origines. Et on arrive à des compositions d'équipes de 5-6 personnes, avec à leur tête un référent, qui est quelqu'un qui travaille dans le milieu social ou a une expérience bénévole dans ce milieu. Et puis sur 10 territoires communaux découpés en plus petits secteurs, ces équipes vont se mobiliser. Alors on va dire, on dit la nuit, mais ce n'est pas non plus jusqu'à 6 heures du matin. C'est un cheminement entre 10 heures et minuit pour ces 600 bénévoles. Alors là, vous m'avez amené une carte, vous avez découpé l'agglomération et notamment les 10 villes qui participent à cette opération en 100
petit secteur de quelques kilomètres pour que ces équipes puissent à pied aller parcourir le territoire. Alors après, c'est précis à l'intérieur. Il y a, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, c'est ce petit trait rouge en pointillé. Ça, c'est vraiment le cheminement que doivent suivre à la lettre, j'ai envie de dire, les bénévoles qui sont sur le terrain. Alors c'est ça, en termes d'organisation, effectivement, un cheminement précis a été réalisé avec des étudiants de l'UGA que je salue d'ailleurs, et qui a aussi comme objectif d'éviter les doubles comptes. Donc il est important que chacun s'y tienne, et chaque équipe a aussi sur sa petite carte des zones de vigilance, puisqu'il y a eu des pré-repérages faits avec les acteurs de la maraude sociale notamment. Voilà, donc des choses très précises qui doivent permettre aux bénévoles de se sentir sécurisés aussi dans leur parcours et puis au final au projet d'avoir des chiffres d'observation qui soient fiables. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire au-delà de comptabiliser les gens qu'ils trouveront dans la rue? C'est quoi l'objectif de ce comptage entre guillemets? Alors c'est pas seulement le comptage, en effet, vous avez raison, c'est le mieux connaître en fait les personnes qui sont à la rue. Leur poser un certain nombre de questions. Bon, je ne vais peut-être pas dévoiler le questionnaire là, mais voilà, c'est mieux les connaître en fait. C'est mieux appréhender pourquoi les personnes sont à la rue, qu'est-ce qui fait qu'elles sont à la rue. Après, elles ne sont pas obligées de répondre. Hein. C'est tout à fait. C'est pas comme le recensement. Non, pas du tout. Non. Les personnes qui veulent pas répondre. Enfin, disons que là, il y a un respect tout à fait qui est prévu, un respect de l'intimité des gens. S'ils veulent répondre, ils veulent bien. S'ils veulent pas, on les force pas. Mais l'idée, c'est ça. Et puis aussi, finalement, d'avoir mobilisé tous ces bénévoles. Parce que 600 personnes mobilisées, c'est aussi, ce sont 600 personnes sensibilisées à cette question du sans-abrisme et sur lesquelles peut-être on pourra compter aussi ensuite pour épauler les politiques et puis aussi pour faire connaître cette vraie difficulté qu'on a dans la société. Parce que tous les sans-abri, quels qu'ils soient, méritent parce que tout à l'heure j'ai parlé un peu des statuts, mais tous les sans-abri, quels qu'ils soient, méritent qu'on s'en préoccupe. C'est pas acceptable d'être dehors, quel que soit le statut. Là, on a vu quelques images des maraudes de bénévoles, mais qui ont lieu tout au long de l'année par les structures comme le SAMU social ou le Vinci. Là, les gens qui vont être sur le terrain mercredi, pour la plupart, ce sera peut-être la première fois. Vous les avez formés, vous leur avez donné quand même quelques conseils avant de les lâcher sur le terrain? Oui, alors c'est important de souligner qu'on n'est pas sur la réalisation de maraudes comme le SAMU ou le Vinci, puisqu'on est sur une notion d'échange et d'observation et non pas de porter secours. Mais par contre, c'est bien articulé avec les maraudes qui feront leur travail ce soir-là. Alors pour ces novices ou un peu moins novices, effectivement, il y a un chef d'équipe, on va appeler ça comme ça, qui lui est un peu plus formé. Et puis, chaque bénévole, le 30 janvier, à partir de 18h, va avoir un temps de formation de 2 heures sur comment je m'adresse à une personne qui est en difficulté. Ça peut aller de choses très, très basiques à se mettre au niveau de la personne, par exemple. Physiquement. Mais voilà, physiquement. Et ça va aussi, de la part des formateurs, donner des éléments de contexte. Combien il y a de personnes, combien il y a de places d'hébergement, comment ça fonctionne le 115. Voilà, donc ça va être 2 heures vraiment très denses, mais je pense très formatrices, justement, pour tous ces citoyens. Vous espérez recenser tout le monde, d'être exhaustif sur cette opération ? Alors, pour être exhaustif, cette opération, elle s'appuie sur la Nuit de la Solidarité en tant que telle des équipes de bénévoles et sur des enquêtes qui sont réalisées cette semaine dans toutes les structures d'hébergement auprès du CHU. Et c'est bien l'ensemble de ces données qui seront analysées et rendues un peu plus tard, au mois de mars. Donc, on a un ensemble de sources qui vont nous permettre d'être le plus fiable possible. On se dit que c'est aussi une manière de démarrer et que la méthodologie, on la rôde, on l'améliorera sûrement l'année prochaine. C'est une opération, Françoise, qui a vocation à se pérenniser chaque année Bien écoutez, on peut l'espérer. En tout cas, on a quelques exemples, je pense à Paris, à Metz, et puis à d'autres communes, Bruxelles, d'autres communes en Europe ou même dans le monde qui l'ont fait et qui effectivement le renouvellent chaque année. Notamment Paris, c'est la deuxième fois cette année, ils l'ont refait. Voilà. Oui, ça peut être une bonne idée de le faire, d'autant plus que la mise en œuvre de la politique du logement d'abord, c'est quand même sur plusieurs années. Donc il est important qu'on fasse évoluer nos... Oui, voilà, on a un état zéro et après on va le faire...
On va le mettre à jour. Bon, on suivra au mois de mars le rendu de ces résultats et de voir un petit peu mieux cette population effectivement qui vit avec nous, mais sans l'être complètement malheureusement. Pour terminer sur ce chapitre, il y aura vendredi 1er février la projection d'un film de Klaus Drexel qui s'appelle Au bord du monde, un documentaire qui a été primé plusieurs fois. Il a filmé il y a quelques années la vie des SDF à Paris et il sera présent à Grenoble un vendredi soir. Oui, la métropole a vraiment l'idée de sensibiliser le plus grand nombre à la réalité des personnes qui sont à la rue. Et ce documentaire est vraiment très prenant parce qu'on est dans le quotidien des personnes. Et puis Klaus Drexel a des attaches à Grenoble et donc le projet s'est construit naturellement dans la suite de la Nuit de la Solidarité. Donc en 2019, vous entendrez parler de tous ces enjeux sous différentes formes, que ce soit par la culture, que ce soit par une opération comme la Nuit de la Solidarité. Bon, donc ça, ce sera vendredi au Méliès. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Françoise? Oui, je voudrais bien rajouter quelques mots sur le périmètre parce que... Ah, là, les zones, oui, effectivement, il y a 10 communes, mais on ne les a pas forcément citées. Lister les communes, mais pour dire que, évidemment, ça concerne plusieurs communes de la métropole, essentiellement les communes toutes Je les ai, on peut les citer, Grenoble, La Tronche, Gières, Saint-Martin-d'Air, Ebin, Séchirolles, Fontaine, Cessiné, Saint-Martin-le-Vinoux et Saint-Égrève. Voilà, et donc ce qui était important de dire, c'est que les communes se sont mobilisées, moi je pense qu'on peut les remercier, et en particulier leurs CCAS, les centres communaux d'action sociale, de toutes ces communes qui sont parties prenantes, qui vont nous aider à accueillir les bénévoles le soir au départ. Et vraiment, je pense que c'est important aussi de souligner l'adhésion de toutes les communes et leur participation volontaire. Bon, il y aura du monde dans les rues mercredi soir, mais ce sera pour la bonne cause, pour cette nuit de la solidarité. On va rester d'ailleurs dans la solidarité avec Jean Louvallière, puisque il y a quelques jours à Grenoble, c'est ouvert un Repair Café. Jean-Loup, c'est un concept qui commence à bien se développer depuis quelques années sur l'agglomération et qui vient à la base des Pays-Bas, je crois. Hein. Oui, oui, c'est une idée qui vient d'une néerlandaise qui s'appelle Martine Postma, qui en 2009 a eu cette idée. C'est une journaliste militante écologiste qui faisait un article sur les déchets, puis qui a constaté que dans les déchetteries, il y avait des montagnes d'objets qui semblaient relativement neufs et où elle s'est dit que probablement il ne serait pas très difficile de les remettre en état. Alors elle a eu l'idée un jour à Amsterdam de rassembler dans une salle des bricoleurs qui sont arrivés avec leur boîte à outils et puis des usagers, enfin des personnes qui sont arrivées avec leur grille-pain, leur cafetière, leur parapluie qui voulait plus s'ouvrir. Elle a mis tout ça dans cette grande salle. Ça a été un très très grand succès. Et voilà comment est né le concept de Repair Café. C'est arrivé, le premier Repair Café est arrivé en France en 2013, pratiquement dans l'agglomération grenobloise. C'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas qui a eu cette idée, qui a importé ça. Et c'était à Saint-Égrève. Et ensuite, c'est pareil, ça a eu énormément de succès. Très rapidement, se sont montés sous forme un peu de copier-coller les Repair Café de Montbonneau, de Mélan, de Saint-Martin-d'Air, de Cessiné, oui, j'espère que je ne vais pas en oublier. Donc 8 autour de Grenoble et tout dernièrement, depuis janvier, un Repair Café dans Grenoble même, à l'île Verte. Et on espère bien que sur Grenoble, plusieurs autres Repair Café vont se créer à l'initiative de personnes motivées. Alors c'est vrai qu'on a tous des objets électroniques ou pas d'ailleurs qui nous paraissent neufs, qui tombent en panne et qu'on jette parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Souvent les réparations, quand on passe par des professionnels, coûtent presque plus cher que l'objet neuf. Là, la réussite aussi de ce concept, c'est que les réparateurs sont bénévoles et qu'il n'y a pas d'échange financier pour les gens qui viennent avec un objet. Hein. En tout cas, ce n'est pas la base du fonctionnement. Oui, mais le principal objectif, ce n'est pas un objectif financier, c'est quand même un objectif de protection de l'environnement, puisque malheureusement, tous ces appareils qui pourraient être réparés, s'ils ne le sont pas, ils vont partir à la déchetterie. Donc d'une part, ce sont des déchets, et puis d'autre part, ça veut dire que vous allez racheter un autre appareil. Et un autre appareil, ce sont des matières premières, c'est du transport, ce sont des gaz à effet de serre, etc., etc.
Le côté financier, je ne dis pas qu'il est secondaire, mais ce n'est pas la motivation principale. Et surtout, on ne cherche absolument pas et on ne veut surtout pas se mettre en concurrence avec les réparateurs professionnels. La question étant que les réparateurs professionnels, pour la plupart des objets qui nous entourent, n'existent pas. Voilà. Ou bien, lorsqu'ils existent, le prix d'acquisition d'un objet neuf va être suffisamment faible pour que on préfère, on fasse le choix de faire l'acquisition d'un nouvel appareil. C'est quoi votre taux de réussite par rapport au nombre d'objets qu'on vous emmène Notre taux de réussite, il est quand même assez bon. Globalement, il y a 2 objets sur 3 qui arrivent chez nous et qui repartent en état de marche, sachant qu'on nous amène des fois des choses qui sont bien abîmées. Bien abîmées, oui, ou qui ont beaucoup d'années. Il n'y a pas que les appareils électroniques Non, bien sûr. Alors c'est sûr que le gros de la troupe, c'est l'électroménager, parce que tout le monde a de l'électroménager chez soi, qu'il y a beaucoup d'appareils électroménagers, qu'on les utilise beaucoup. Donc c'est sûr que c'est les appareils qui vont être le plus souvent en panne. Ensuite, tous les objets qui tournent autour de la vidéo, les téléviseurs, les moniteurs d'ordinateurs, autour de l'audio. Mais on nous amène aussi, comme je disais tout à l'heure, des parapluies, des chaises bébés, des chaises qui ont un pied... des chaises qui ont un pied cassé, des choses comme ça. Ouais. Il faut que vos réparateurs soient polyvalents, alors... Oui, ce sont des réparateurs, ce sont des bons bricoleurs. En général, ce sont des gens qui sont tombés dans le bricolage quand ils étaient petits, qui souvent ont une activité professionnelle plutôt technique et qui aiment ça, quoi. Le financement de la structure, ça fonctionne comment ? Il faut démarrer, donc en général, les Repair Cafés, parce qu'il n'y a pas que le Repair Café de Grenoble, je répète. Ouais. En général, un Repair Café, très fréquemment, va démarrer avec une subvention initiale qui va venir de la commune ou d'un CCAS pour faire de l'acquisition du matériel, les formalités, l'assurance, etc. Et puis après, relativement rapidement, un Repair Café peut être financièrement autonome parce que, premièrement, comme ce ne sont que des bénévoles, il n'y a pas de gros besoins financiers. Ce qu'on a à payer, c'est un peu de matériel. Le café, les biscuits, parce qu'un des aspects du Repair Café aussi, c'est que, comme c'est dit dans le nom, c'est un café. C'est pas un service de réparation, c'est un café. Donc, c'est important de le dire, c'est convivial. On vient, on ne nous dépose pas les objets. On vient et on reste avec nous. On participe à la réparation. On l'a vu sur ces images, c'est un échange. Voilà. Et ensuite... si la réparation est réussie, on invite les personnes à faire un petit don à l'association qui est de l'ordre de quelques euros, typiquement 5 euros, quel que soit l'objet. Si la réparation n'est pas réussie, on ne demande rien du tout, ce qui n'empêche pas les gens fréquemment de laisser quelques euros. Et avec ça, le financement du Repair Café est assuré. Ben voilà, vous pouvez y aller. Alors pour celui de Grenoble, c'est un vendredi sur 2 dans le quartier de l'Île Verte, rue Blanche-Monnier. Le prochain, ce sera le 8 février. Vous avez le site internet qui s'affiche et il y a effectivement, comme le disait Jean-Loup, des Repair Café un petit peu partout sur l'agglomération. On va finir cette émission en feuilletant le numéro anniversaire de l'Alpe qui fête ses 20 ans. Orange pour le 83e numéro de cette revue. Pascal, vous êtes le rédacteur en chef et fondateur. Vous étiez là à l'origine. Oui, je suis là depuis l'origine, oui, effectivement. Le numéro 1, d'ailleurs, j'ai une petite illustration de la une. Jean de l'Alpe, c'était en 1998. On parlait de quoi dans ce numéro, vous vous souvenez ? Eh bien, nous parlions des gens de l'Alpe. Non, on a toujours tenu à mettre l'humain au cœur de notre contenu éditorial dans l'Alpe. Et ce numéro 1 accompagnait en fait la refonte de l'exposition de longue durée du musée Dauphinois, puisque le musée Dauphinois est notre partenaire d'édition depuis le début de la revue. Nous étions d'ailleurs, à l'époque, la rédaction était située dans les locaux du musée Dauphinois. Et nous accompagnions avec ce numéro la refonte de l'exposition de longue durée qui s'intitulait Jean de l'Alpe et qui effectivement brosse le portrait de tous ces gens qui ont habité l'Alpe, au sens de l'alpage, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui.
Alors, votre terrain de jeu, il est illustré avec cette photo, c'est l'archipel alpin, nos Alpes, même si vous avez tendance des fois à aller un peu plus loin, mais ça reste quand même le noyau dur de vos articles. Oui, ça reste le noyau dur. C'est l'arc alpin européen de Nice jusqu'à Ljubljana en Slovénie, à la différence de bien des revues spécialisées sur la montagne ou sur les Alpes, d'ailleurs, qui ont souvent tendance à se recentrer sur les Alpes et même parfois exclusivement sur les Alpes du Nord. Donc on a beaucoup de lecteurs qui nous disent merci de parler des Alpes du Sud. Et puis effectivement, on a envie d'envoyer nos lecteurs aussi en Suisse, en Italie. On a une édition italienne de la revue qui existait pendant une dizaine d'années, et d'aller voir aussi ce qui se passe dans les pays germanophones, Allemagne, Autriche, etc. Donc ça, la vocation européenne est très très forte dans l'Alpe. Alors c'est pas un magazine, c'est pas un livre, il y a une sortie tous les trimestres en moyenne. C'est vrai que c'est un petit peu atypique quand même, l'Alpe dans le monde de l'édition. Comment vous le définiriez, votre revue ? Oui, c'est un peu ovni, c'est vrai, ovni de la presse. On a été, je pense, un peu précurseur de revues qui existent aujourd'hui, des revues comme 21 ou 6 mois, qui sont dans le domaine du grand reportage. Nous, on n'est pas vraiment dans ce domaine du grand reportage, on fait plutôt travailler des scientifiques, des gens qui sont dans le monde des sciences humaines et sociales, ethnologues, historiens, géographes, qui mettent leur savoir à disposition du grand public. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est de vulgariser ce savoir qui est produit dans les universités ou dans les centres culturels ou les musées, avec la vocation, effectivement, d'aborder l'ensemble du monde alpin sous tous ses aspects, aussi bien l'histoire que les questions actuelles. Hein. On a fait des sujets sur la montée des extrêmes droites en Autriche, par exemple, il y a une dizaine d'années. On est malgré tout dans l'actu, justement, du fait de cette périodicité de la revue. C'est une réalisation collégiale, vous le disiez, il y a des universitaires, il y a des artistes, des montagnards aussi qui prennent la plume régulièrement dans cette revue, mais ça c'est un florilège de collaboration. Oui, bien sûr, c'est un florilège avec effectivement des artistes. Moi, je viens du monde plutôt des beaux-arts, c'est ma formation, donc je tiens effectivement à ce qu'on soit un peu... Pour ce qui concerne notamment l'iconographie, un peu en dehors des clichés, quoi. On n'est pas dans la carte postale, le chalet avec le petit ciel bleu piqueté de nuages. On est plutôt dans des angles d'approche très, très originaux. On va chercher des regards sur le monde alpin. Des angles et puis des titres aussi. On en a vu quelques-uns dans les images qui précédaient. Tous les sujets de société sont traités, vous l'avez dit, même les plus sexy. Hein. J'ai vu le petit précis de Gaudriole alpine, il m'avait échappé ça dans les 20 ans de l'Alpe. Oui, on a même fait un numéro presque érotique. Je dis presque érotique car on l'avait initialement prévu sur le numéro 69, évidemment, en hommage au grand Serge. Et puis finalement, pour une question de planning, on n'a pas réussi à le faire, donc on a publié ce numéro au 68, et donc je l'ai appelé numéro presque érotique. Alors, je ne sais pas si on peut la classer dans ce numéro presque érotique, mais il y a des collaborations surprenantes, et notamment Laetitia Casta, qu'on retrouve dans un des numéros de l'Alpe il y a quelques années. Oui, effectivement. C'est elle, là. C'est elle, photographiée par une très grande photographe de mode qui s'appelle Dominique Isserman, qui était elle a suivi la plupart des grands créateurs de mode. Elle était la compagne aussi de Leonard Cohen. Et Dominique a photographié Laetitia Casta dans les thermes de Vals, en Suisse, qui venait d'ouvrir et qui est un magnifique lieu qui a été construit par un très grand architecte qui s'appelle Zumthor. Et elle a fait ce travail en noir et blanc. Effectivement, c'est aussi une des marques de fabrique de l'Alpe que d'aller chercher. Alors, je viens aussi un peu de ce monde de la photographie, donc d'aller chercher des Jean-Louis Sieff, des Marc Ribou, des Robert Doisneau, et de les publier dans l'Alpe avec leur regard sur les Alpes. Oui, parce que la photo a vraiment une place importante, l'iconographie et la photo dans la revue. Oui, et jamais de façon gratuite, c'est-à-dire que toute image a un sens, apporte un sens complémentaire par rapport au texte qu'on nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce numéro anniversaire qui est aujourd'hui disponible jusqu'au début du mois de mars dans les kiosques, les marchands de journaux? Alors, ça n'est pas un numéro au bilan, parce qu'on le voulait plus prospectif que rétrospectif, si j'ose dire. Donc, on a un point sur qu'est-ce que la recherche alpine, qu'est-ce que font les musées aujourd'hui dans les Alpes. On a lancé une enquête lecteur aussi qui est très intéressante pour savoir ce que nos lecteurs attendaient de nous. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils nous titillent sur certains sujets, puis ils sont globalement contents de ce qu'on fait. Et la preuve, ils sont très, très fidèles. On a 95% de taux de réabonnement à la revue, donc c'est vraiment des lecteurs qui nous suivent depuis le début. Et puis, on a des grands sujets d'analyse sur qu'est-ce que le monde du tourisme aujourd'hui dans les Alpes, qu'est-ce qu'au fond
Le monde alpin, en ce qui concerne les habitants, par exemple, est en train de changer. On a eu une très grosse déprise agricole et recul des populations pendant des années. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit, et singulièrement dans des métropoles ici comme Grenoble, que le territoire alpin se repeuple. Et il se repeuple pourquoi? Dans quelle direction? Qu'est-ce que font les gens qui viennent s'installer dans les Alpes aujourd'hui? Ça, c'est tous des sujets qui sont abordés dans ce numéro des 20 ans. Une revue qui a du fond et de la forme aussi, on l'a vu avec ces photos. Le prochain numéro, ce sera au printemps, mais vous nous avez amené la une qu'on va découvrir, donc ce sera le numéro 84. Et quelque chose me dit que cette photo n'a pas été prise dans les Alpes, dans nos Alpes. C'est la première photo publiée à la une de l'Alpe qui n'est pas une photo alpine, effectivement. C'est une photo qui a été réalisée au Pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. C'est le magnifique travail d'une jeune photographe que j'avais repérée il y a déjà quelques années, qui s'appelle Maya Flore, qui a été missionnée par Atout France. Atout France, c'est la structure qui s'occupe de la promotion du tourisme français à l'étranger, pour faire une série de photographies tout à fait singulières, comme celle qu'on vient de voir, sur les grands sites alpins, sur les grands sites touristiques français. Et cette photo du Pic du Midi de Bigorre, s'agissant d'illustrer un numéro dont le dossier est consacré aux observatoires alpins et montagnards, évidemment, elle s'imposait pour moi. Elle est très, très décalée. Je trouve qu'elle est vraiment dans l'esprit de l'Alpe. Donc, merci Maya d'avoir fait ça pour quelqu'un d'autre et de nous permettre de la réutiliser à la une de l'Alpe. Voilà, ça sera pour le numéro du printemps. En attendant, l'anniversaire, il est en orange. On peut le retrouver encore pendant plusieurs semaines. C'est édité par Glénat. C'est fabriqué d'ailleurs à quelques centaines de mètres des studios de Télé Grenoble, au cœur du vieux Grenoble. Et je crois que vous allez passer la main en tant que rédacteur en chef là, dans les. J'ai nommé Sophie, qui était mon éditrice, co-rédactrice en chef avec moi symboliquement avec ce numéro 20 ans. Et puis effectivement, je pense que pour les 20 ans à venir, Sophie prendra le relais et magnifiquement avec certainement son regard un peu pétillant de jeune qui a envie de faire autre chose avec cette revue. Sophie Boisard, la nouvelle rédactrice en chef de l'Alpe. Merci en tout cas à tous les quatre. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.